donc au mois de juillet. Mais dans les pays musulmans, au départ, tous les gouvernements, tous les hommes religieux, tout le monde a condamné cet événement, mais après ils ont commencé à parler et les raisons ou les arguments, etc. Et après, on a vu les conséquences politiques et militaires de cet événement en Irak, en Afghanistan, et il y a bien sûr... On va y revenir. Monsieur Arautin, comment se fait-il que Ben Laden ait tenu aussi longtemps, si j'ose dire, après les attentats? C'est vrai que certains se posent la question en disant, enfin, est-ce qu'on n'a pas tué avant et pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé avant? Alors, il y a deux réponses qui sont aussi laconiques que simples. C'est que, l'Afghanistan, c'est très grand. A fortiori, si vous incluez toutes les zones tribales du Pakistan et ainsi de suite, se cacher, c'est extrêmement facile. La deuxième chose, c'est que quand l'ONU a donné son feu vert aux opérations en Afghanistan, parce qu'il y avait une légitimité onusienne, quand on a engagé les forces sur le terrain, on l'a très mal fait. C'est-à-dire qu'il nous a fallu énormément de temps pour rentrer dans une véritable stratégie contre-insurrectionnelle, pour comprendre que la stratégie contre-insurrectionnelle qu'on menait était liée à Operation Enduring Freedom, donc soit la traque à proprement parler d'Al-Qaïda et de Ben Laden. Donc le temps qu'on comprenne ça, le temps qu'on injecte suffisamment de force sur le théâtre, et d'ailleurs on ne l'a toujours pas fait assez, c'est-à-dire que dans une stratégie contre-insurrectionnelle, vous devez avoir un soldat pour 50 habitants, on est très très loin du compte, forcément ça a pris du temps, y compris avec les moyens dont on disposait. Mais même avec les services secrets. Évidemment, les services secrets, ils disposent d'un certain nombre de moyens. Parce qu'il y a des gens qui jouent double rôle, j'imagine. Aussi, mais vous savez, il y a... Un double rôle. Si on prend effectivement la manière dont vivait Ben Laden, ce qu'on sait maintenant de manière documentée, ce qu'on savait déjà d'ailleurs avant, il ne s'est pas penché pendant des années d'un appareil téléphonique, d'une radio, de tout appareil émettant des ondes qui permet un repérage satellitaire par des moyens techniques. Il se reposait entièrement, et d'ailleurs il habitait chez lui, sur un courrier pakistanais qui était un homme de confiance depuis 10 ans et qui était sa seule interface avec le monde extérieur. Donc en plus il avait manifestement la complicité, la protection des services pakistanais, parce qu'il se cachait à 500 mètres quand même du West Point pakistanais, ce qui n'est pas un hasard. Donc il était extrêmement difficile de le repérer. Il y a des gens qui ont essayé. Vous savez, on a retrouvé un certain nombre de cadavres d'Afghans ou de Pakistanais égorgés le long des pistes de la zone tribale, de gens qui étaient attirés par les 25 millions de la CIA, qui cherchaient la trace de Ben Laden et qui ont rencontré la mort. Oui, Michel Collomb là-dessus. Mais il y a quand même certains faits dont on oublie de parler. Le responsable de la question Ben Laden dans les services secrets aux États-Unis, à la CIA, s'appelait Michael Scheuer. Il a publié un livre là-dessus et il dit que les États-Unis, pendant des années, ont fait tout le contraire de ce qu'il fallait sur la question Ben Laden, n'essayant absolument pas de comprendre pourquoi il y avait des gens qui le soutenaient et qui participaient à ces choses-là. Qu'on aurait eu dans les années 90 plusieurs fois l'occasion de le tuer et pourquoi on ne l'avait pas fait, ça pose des questions. Et effectivement, Ben Laden vivait pratiquement au QG de l'armée, dans la ville où habitaient la moitié des dirigeants de l'armée pakistanaise. Il est clair qu'on le tenait au frais. Et la question est plutôt pourquoi on l'a tué à ce moment-là précis. Et là, j'entends aucune réponse à ces questions-là. Oui, qui peut répondre à cette question, si c'est possible? Oui, Isabelle Durand. Non, je ne vais pas répondre à cette question-là. Vous êtes agent secret aussi à vos Absolument heures. pas, je n'ai pas cette prétention. Mais ce que je crois en effet, c'est que, et là je vous rejoins, il y a eu des stratégies américaines vis-à-vis des talibans antérieurement, évidemment, qui sont assez interrogeantes aujourd'hui. Cette guerre en Afghanistan et cette traque à Ben Laden était légitime, elle était demandée par les Nations Unies, il y avait une résolution, il était normal d'y aller. Je pense aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est vraiment dans une situation où on doit pouvoir sortir d'Afghanistan. C'est indispensable. Je crois qu'on doit organiser. D'ailleurs, M. Obama n'a pas dit autre chose, même si il a du mal à l'organiser. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver une façon de sortir d'Afghanistan pour redonner, je dirais, des moyens à la sécurité. Ben Laden ayant été assassiné aujourd'hui, je pense que le contexte est tellement différent et les 10 ans nous donnent l'occasion de sortir de ce conflit qui finalement risque de se faire. En 2001, les talibans proposent de livrer Ben Laden pour qu'il soit jugé internationalement et Bush refuse. Pourquoi? À vous? Oui, bien sûr. Ils ont proposé de le livrer à un tribunal international et Bush a refusé. Non, on Vous êtes au courant? Non. Ah, on ne savait pas, nous. Mais... Alors, avant d'aborder ce qui a changé après le 11 septembre d'un point de vue sécurité, j'accueille un témoin, c'est l'ambassadeur des États-Unis, M. Howard Gutmann. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur, sur le plateau de Controverse. Alors, dites-moi, vous êtes venu avec des gardes, beaucoup de gardes, c'est le FBI, c'est la CIA, vous vous sentez menacé pour l'anniversaire?
Du point de vue de la sécurité, tout est assuré par la Belgique, mais aujourd'hui, rien n'est différent par rapport aux autres jours. Je bénéficie toujours d'un service de sécurité en Belgique, puisque nous collaborons étroitement. Alors, 10 ans, c'est le moment de tirer des leçons. Quelle est pour vous la grande leçon que les Américains ont tirée de ce fameux 11 septembre? Eh bien, je crois que le monde a tiré des leçons. Il y a 10 ans, nous étions nombreux. Il y avait des Européens, des Belges, des Américains, des musulmans, des Juifs, des chrétiens. Mais en tout cas, nous avions une fraternité d'humains travaillant ensemble. Nous étions nombreux et nous devons nous assembler pour combattre le mal. Est-ce que vous ne pensez pas que le président Bush et son administration auraient dû être beaucoup plus vigilants avec tous les messages quand même qui arrivaient de la CIA et du FBI? L'histoire peut toujours être refaite, mais à l'époque, nous pensions que la sécurité était assurée. Aujourd'hui, nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs. Nous allons collaborer. Il y a des services en Belgique, aux Europes, au Moyen-Orient, en Amérique, qui travaillent ensemble de façon très efficace. Je pense maintenant que nous sommes bien protégés, justement grâce à cette collaboration. Vous avez perdu ce sentiment de toute puissance que vous aviez en 2001? Si vous voulez dire nous, les États-Unis, si nous avions l'impression, eh bien ce n'était pas cette bonne impression, puisque maintenant nous nous rendons compte que le partenariat entre les humains joue le rôle. Nous connaissions la situation en Afghanistan, en Libye, nous faisions partie des alliés, ici aussi avec l'Europe, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient. Nous voulons que le monde soit sûr et pour ça il faut travailler ensemble. Nous essayons de ne pas être arrogants. Si on l'a été par le passé, eh bien j'espère que maintenant nous allons changer et être un meilleur partenaire. Ce qui est paradoxal, c'est que il y a 10 ans, vous vous souvenez du titre du Monde, nous sommes tous des Américains, et puis il y a eu les guerres de Bush, si j'ose dire. Les Américains ont une image très négative. Aujourd'hui, qu'en est-il avec Obama? Je pense que le président actuel est très populaire en Europe, mais il ne l'est pas juste en tant que personne. Il l'est aussi parce que nos politiques ont changé. Ensemble, nous croyons dans le climat, nous croyons dans la prospérité de tous, et ensemble, nous croyons dans la sécurité de tous aussi. Parfois, il nous faut tous faire des compromis sur notre vie privée pour pouvoir garantir la sécurité de tous. Nous travaillons avec les Européens pour nous assurer d'avoir un bon équilibre entre cette vie privée et la justement, sécurité. est-ce que les Américains ne sont pas beaucoup plus surveillés dans leur vie privée qu'avant? Beaucoup plus. Eh bien, je pense que nous avons tous dû faire des sacrifices. On doit enlever nos chaussures à l'aéroport et on se rend compte qu'il faut que des personnes soient examinées. Mais nous avons tous notre rôle à jouer et nous savons que c'est pour plus de sécurité. Fondamentalement, nous restons libres, nous avons notre vie privée, mais nous sommes sécurisés. Je pense aux écoutes téléphoniques, les gens qui sont entre guillemets surveillés, espionnés. Est-ce qu'il n'y a pas une intrusion due au terrorisme? Est-ce qu'on ne joue pas là-dessus pour surveiller peut-être trop les gens? Personnellement, en 95-96, j'étais au sein du FBI et je sais qu'aujourd'hui, quand on a des opérations des services secrets en Europe, aux États-Unis, on peut s'assurer que nous respections la vie privée des personnes, la confidentialité des Belges, des Américains. Et nous savons également que quand on planifie des choses qui pourraient aller à l'encontre du bien-être des États-Unis ou de la Belgique, on peut agir. Et je crois qu'on a trouvé ce bon équilibre entre la vie privée et la sécurité. Dernière question, Monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les musulmans sont encore regardés avec suspicion par les Américains? Je crois que les liens entre les musulmans et les États-Unis sont très étroits. Il y a des personnes idiotes dans tous les pays, des extrémistes dans tous les pays, mais en tout cas ces liens sont très étroits. Je crois que le président Obama l'a montré en Égypte quand il a voulu resserrer ces liens aussi. Si vous allez sur notre site en Belgique, eh bien, vous allez voir aussi que j'ai visité la communauté musulmane. Nous avons eu une ovation de 10 minutes de la part des étudiants de cette communauté. On a à la fois chanté l'hymne belge, l'hymne américain, et tout le
le monde était vraiment extrêmement content. Une ovation généralisée pour l'ambassadeur américain. Je crois que toutes les communautés musulmanes, juives, chrétiennes, européennes se rassemblent et n'en font plus qu'une. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été notre témoin pour cette émission. À bientôt. Merci. Bonne journée. Alors, Monsieur Gurlu, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les musulmans de Belgique et les musulmans européens ont condamné ces attentats avec suffisamment de fermeté à l'époque? Je crois que les musulmans qui représentent la communauté musulmane, qui ont le pouvoir de dire quelque chose, mais ils ont condamné fermement et on condamne fermement de toutes les violences dans le monde. Mais il faut voir aussi le contexte, c'est-à-dire politique et la présentation de l'islam en Europe et en Occident. Si on associe à chaque fois et on présente l'islam avec le terrorisme, je crois que c'est quelque chose qui dérange les musulmans et les musulmans ne sont pas d'accord avec cette présentation. Je crois qu'il faut regarder à l'avenir, il faut travailler ensemble dans la collaboration avec tout le monde pour vivre ensemble. Monsieur Biller, depuis 10 ans, les Américains sont quand même beaucoup plus surveillés qu'avant. Est-ce que l'intrusion dans la vie privée aux États-Unis est très très importante depuis 10 ans pour lutter contre le terrorisme? Il y a bien sûr un degré de surveillance un peu plus élevé, mais je ne pense pas que c'est aussi choquant ou outré qu'on lit. Et je crois que aussi par rapport à des sociétés comme Facebook qui savent beaucoup plus sur vous que le service secret américain. Ouais. Non, mais je crois que le monde digital, on perd sa vie privée. Non, mais oui. Justement. Et est-ce qu'il y a vraiment, c'est pas un État totalitaire. Hein. Parfois en Europe, j'ai l'impression qu'on exagère. Oui, je pense. Monsieur Enrotin, même question. Est-ce que depuis 10 ans, nous sommes dans les filets d'une certaine surveillance? Je dirais que c'est effectivement plus lié à la montée des sociétés de l'information, où beaucoup de choses transitent par voie électronique. Je suis même tenté de dire, pour avoir été aux États-Unis, que j'ai le sentiment d'être plus surveillé en Europe que quand j'étais aux États-Unis. Je suis rentré sur le territoire américain, on m'a dit vous allez où? Je vais à New York. Et puis voilà. Oui. Finalement, ça se limite à ça. Je n'étais pas recherché. Enfin, je ne pense pas avoir commis des faits répréhensibles. Je ne pense pas. Alors, Michel Collomb, vous, quand vous allez aux États-Unis, on vous surveille un peu, j'imagine, non? Je n'y suis pas allé depuis un certain temps, mais je ne voudrais pas qu'on banalise. Il faudrait quand même dire que grâce à cette psychose qu'on a créée, à l'utilisation du terrorisme, un Belge sur 6 est fiché par la police, qu'il y a des écoutes qui ont été faites contre des syndicalistes et des altermondialistes, et qu'il y a un vrai problème, effectivement, de violation de la vie privée. Donc vous dites qu'on profite de cette peur du terrorisme pour ficher des gens qui n'ont rien à voir. Exactement. C'est votre... Oui. Réaction, M. Van Doren? Je crois qu'il faut être très clair. En matière de terrorisme, je crois que la législation qui a été approuvée par le Parlement, c'est une initiative du Parlement, c'est une législation où toute une série de mesures ont été envisagées pour justement, qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait des garanties qui soient prévues pour le citoyen. Donc je crois que à ce sujet-là, et je parle ici au point de vue terrorisme, parce que n'oublions pas, les écoutes téléphoniques dont vous parlez sont aussi prévues pour les dossiers de criminalité grave. Vous avez raison, mais vous savez qu'un juge d'instruction a ordonné des écoutes à Liège pour un altermondialiste, Raoul Edebo, juste parce qu'il allait organiser une manifestation, je crois, contre l'Europe, vous le savez. Oui, ça a été. Mais je voudrais savoir s'il l'a fait sur base de la loi sur le terrorisme. Là, à ce moment-là, je crois que nous n'avions même pas encore de loi sur le terrorisme. Peter de Crème, Isabelle Durand, est-ce que depuis 10 ans, il y a une surveillance plus intense? Est-ce que nous devons l'accepter, Peter de Crème? Oui, certainement. Il y a donc des mesures qui ont été prises par le gouvernement fédéral. Je pense à l'OCAM, donc une organisation qui met en fait sur base des informations qui sont très souvent connues par pas mal de monde, donc pour vraiment voir comment pourrait se présenter une menace éventuelle sur notre territoire. Deuxièmement, il y a les travaux de nos services militaires, aussi les services militaires, les services de renseignement militaire, qui a quand même changé. Ce sont vos hommes, ça? Oui, ce sont les hommes du ministère de la Défense, mais donc qui ne font pas de travail qui incombe de la sécurité territoriale elle-même, parce que tout cela est pour la sécurité de l'État. Mais ce qu'on a, c'est vraiment l'obligation de non seulement de savoir, mais aussi l'obligation de partager nos informations, ce qui est très important. Et quelque chose qui a été réactivé, c'est l'opération Renegade. C'est donc, par exemple, qu'en permanence, notre espace aérien est donc
évaluer dans ce sens. Si par exemple il y a des avions, que ce soit un avion civil, que ce soit donc une montgolfière, que ce soit un avion militaire, qui